Bonjour à tous. Bonjour Dany. Bonjour. Toi, on n'a pas besoin de te demander d'éteindre ton portable puisque tu n'en as pas. Non, je n'en ai pas. Non. Je, Ça facilite la vie. je ne l'ai pas eu au bon moment. Ah non, je n'ai rien contre, c'est simplement que je ne l'ai pas eu et puis voilà, c'est passé. Il y a, comme pour tous les jouets, il y a toujours un moment, quand tout le monde l'a, où on veut l'avoir et puis j'ai l'impression que plus personne n'en a, non? Alors, ce qui est bien avec Dany, c'est que quand on essaie de le joindre pour faire une interview avec lui, du coup, il est injoignable. Et ça l'arrange beaucoup. Comme ça, tu n'as pas forcément besoin de t'embêter de répondre aux fâcheux, à ceux qui t'embêtent. En tout cas, c'est difficile d'arriver à l'atteindre et je trouve ça assez rare dans notre monde où tout le monde est joignable dans l'instant. Oui, mais il faut dire, c'est ce que je croyais. En fait, les fâcheux finissent toujours par vous trouver. C'est les gens intéressants qui laissent tomber vite. Donc, je suis très heureuse d'être là. Donc, moi, je travaille pour une émission qui s'appelle La Grande Librairie. Et j'ai depuis longtemps croisé la route de Dany. Je suis particulièrement heureuse d'être avec lui parce que c'est un type aussi sympa qu'il en a l'air. Et autant vous dire que dans ce monde, c'est assez rare, en réalité. On l'appelle l'homme aux semelles rouges parce qu'il a toujours ses converses. Et surtout parce qu'il nous offre une œuvre absolument immense. Et je vous dis ça très sincèrement parce qu'en travaillant cette rencontre, Dany, je me suis replongée dans tous tes textes. Et je me suis dit, c'est incroyable d'avoir saisi autant de formes et d'avoir mis autant de poésie dans sa vie. Donc je te remercie d'en mettre dans la vie de nous, lecteurs. Et c'est les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Parce qu'ici, au Festival d'Alençon, on tient beaucoup à la poésie. Et on tient beaucoup à la narration sous toutes ses formes. Et je crois que Rémi, qui s'occupe si bien de ce festival, avait très envie aussi qu'on aborde tes albums dessinés et qui sont remplis d'admiration pour la création des autres également. En fait, toute ma vision de la littérature, et là, c'est une sorte de, pas un hommage, je suis comme à l'intérieur même de la création. Je n'en suis pas sorti, je ne suis pas un véritable écrivain dans le sens que je suis plutôt un fan et un admirateur d'écrivains. Et Janis Joplin était un peu ça. Elle n'était pas vraiment une chanteuse, mais elle adorait les chanteurs, le rock. Et puis, elle est devenue une icône. Avec cela, elle a mis son âme. Cette posture m'intéresse beaucoup. Et les gens que j'aime bien, comme Joplin ou comme Borges aussi, et c'est un peu la même chose. Ce sont des gens qui aiment les gens qui font aimer la poésie. Donc, j'aime d'abord les gens qui font aimer. Je dirais même qu'il n'y a pas tellement de poésie dans mon œuvre qu'une imitation de la poésie, que l'idée, l'effet que cela fait de lire de la poésie. J'aurais tellement aimé écrire de la poésie directement et au lieu de citer. Citer. Des fois, ce n'est pas les textes que je cite, c'est l'ambiance, c'est l'impression. C'est ce que j'ai fait dans les albums dessinés précisément, puisque je ne sais pas dessiner. Mais je me dis, supposons que je sache dessiner. Je crois que c'est toute ma vie, ça, supposons. Et ça remonte à l'enfance. Et quand j'avais découvert cette expression, toute ma vie était réglée. Et je n'arrivais pas à trouver les choses. Et finalement, j'ai entendu cette forme de solution, cette recherche de solution. Supposons le problème résolu. C'est toute ma vie était là. Il y a un très beau recueil qui s'appelle Dans la splendeur de la nuit, qui est paru en point dans la collection d'Alain Mabancou, qui est un de tes amis. Et je lis un extrait que je trouve très beau et qui parle beaucoup de toi, parce que tu parles aussi beaucoup de toi dans tes livres, sans vraiment nous révéler de secrets, mais tu nous laisses quelques pierres comme ça sur ton chemin. Et tu dis, je suis poète parce que je ne lis que de la poésie. Je suis poète parce que je ne lis qu'un seul poète, Lippo, que j'ai hérité de mon père. Je ne suis pas précoce, cela fait déjà trop longtemps que je suis en vie. Je suis ce sprinter qui veut améliorer le record de la flamme qui s'éteint le plus rapidement. Et tu nous livres ton premier vers, La nuit dévore la ville, une nuit jaune à saveur d'enfance. L'enfance, la nuit et la ville, c'est tout ce qui anime aussi ton œuvre. Et la couleur jaune. Et la couleur jaune. La couleur jaune que j'ai retrouvée chez Borges, qui dit que pour les aveugles, c'est la dernière couleur qui leur reste. C'est le jaune. C'est la dernière couleur que lui a vue et qu'il a gardée d'ailleurs jusqu'à la fin. Même quand il ne voyait plus rien, il voyait le jaune, ou il imaginait
que ce jaune-là existe dans la réalité. C'est peut-être le jaune de l'aveugle, le jaune de celui qui ne voit pas. Et c'est une idée assez émouvante de savoir qu'il y a une couleur qui vous reste, même quand elle n'est pas présente dans la réalité concrète. Et c'est vrai pour moi, l'enfance est jaune. Mais il faut dire, je l'ai écrit quelques fois, et en fait, je veux dire bleu. Mais je n'aime pas comment on écrit bleu, le BLU. LEU, je ne trouve pas ça très bien. Alors j'écris jaune en pensant que c'est bleu. Donc vous voyez, il y a des couleurs, c'est un peu un palimpseste, une couleur cache une autre. Et c'est ça. Quand vous voyez jaune, même la couleur jaune, il faut penser que je dis bleu. Mais je n'aime pas bleu. Mais heureusement qu'il y a la peinture qui est entrée dans ma vie, disons les couleurs, pas la peinture, les couleurs. Alors je peux mettre le jaune, puisque je peux mettre la couleur elle-même dans sa matérialité. Donc, je n'ai pas besoin de l'écrire, voilà. Ta chemise est bleue, donc. Voilà. Ouais. Voilà. Enfin, naturellement, vous avez tous à l'esprit le fameux vers de Éluard. Immédiatement, la terre est bleue comme une orange. Bien sûr. Mais j'y ai pas pensé, mais je crois qu'il y a des idées poétiques qui aiment bien se retrouver. Alors, quand il y a quelqu'un qui en fait une, et plus tard, elle prend une autre forme. Je crois que les choses... C'est Adrien qui disait ça, cette chose aimait à arriver. Je crois aussi que certaines émotions aiment être dites. Donc elle prend des formes et puis c'est ça un peu la littérature. C'est des émotions, des idées, des sentiments, des sensations qui reviennent et sous d'autres formes, dans d'autres époques, dans d'autres manières. Mais c'est les émotions en fait qui reviennent. C'est pas notre imaginaire et ce n'est pas notre création personnelle. La chose elle-même a plus de force que notre imaginaire. Elle s'impose. Et je le crois. C'est pour ça que je crois qu'il ne devrait pas y avoir, en fin de compte, d'individus qui signent une œuvre parce que l'œuvre appartient à la tradition. Et dans ce sens que, à l'idée qu'on puisse perdre certaines œuvres, j'accepterais qu'on les fasse écrire par des gens plus connus pour qu'ils soient plus lus par les jeunes gens. Il suffit, par exemple, de faire que Éloge de la folie d'Erasme, au lieu de mettre Erasme, vous mettez Mick Jagger, et puis voilà. Et tout le monde se rue. L'idée, c'est de lire Erasme, et pas Erasme, l'Éloge de la folie. Ce n'est pas de lire Erasme. C'est une idée qui est assez ancienne, de nommer les choses et par celui qui l'a fait. C'est la chose elle-même qui est importante. Donc je crois qu'on va y arriver. Il va y avoir sûrement un éditeur qui va faire des œuvres comme ça, qui va prendre... Surtout que ce sont toutes des œuvres qui sont tombées dans le domaine public. Une collection contemporaine, et puis vous les prenez tous. L'Énéide, et vous mettez le nom d'un chanteur rock. Et puis voilà, c'est le grand succès. Mais alors moi, je croyais que tu étais un écrivain japonais, mais en fait, tu es un écrivain chinois. Lipo, alors. Oui, bon, Lipo, c'est étrange. C'est dans ce livre que j'ai voulu convoquer Lipo dans une nuit haïtienne, parce que je ne crois pas dans cette histoire de nationalité, de l'art, ni de l'imaginaire, ni de... S'il y a une chose qui n'est pas dans une localité, dans un lieu précis, précisément, c'est le goût de rêver. Et si on écrit, c'est pour sortir de là où l'on se trouve, précisément. Et si on lit, c'est pour faire la même chose. Alors, j'ai toujours rêvé, pour moi, c'est l'espace poétique le plus fécond, à cet endroit où des gens vont quand ils écrivent, et où à d'autres vont quand ils lisent. Et le fait que cet endroit-là ne soit pas connu de la police, qu'il n'y a il n'y a pas de douane, il n'y a rien du tout, et que depuis la nuit des temps, on a su garder secret ce lieu où se retrouvent ceux qui écrivent et ceux qui lisent, c'est extraordinaire. Et quand on voit le nombre de gens qui écrivent et qui lisent, et on n'a jamais donné l'endroit précis où l'on se retrouve. Mais, enfant, je me souviens que je lisais à Petit Gouave, dans ma petite ville natale en Haïti, et c'était Capitaine Courageux, et je n'avais pas compris comment je pouvais être dans ma petite chambre et en même temps sur un bateau au large de Terre-Neuve à une chasse de cachalot. Quelle est cette magie?
et qui a fait que je sois là, et pourquoi j'ai choisi d'y être, pourquoi j'ai ce sentiment, parce que je n'avais qu'à fermer le livre, comme on fait pour un cauchemar, on se réveille. Pourquoi je suis resté malgré la tempête, malgré le fait que, malgré l'odeur du varech que j'aime pas, pourquoi je suis resté sur le pont et qui m'a convoqué là? Pourquoi j'ai trouvé ce livre près de ma main? Est-ce que les gens, j'ai toujours pensé que les gens que je lisais dans cette petite chambre quand j'étais si jeune, c'était des gens qui habitaient ma ville. On ne m'avait pas dit que c'était des gens déjà morts d'ailleurs. Ça aurait été étrange de lire des gens morts comme ça. Et c'est étrange quand même que nous passons une grande partie de nos vies à lire des morts qui pensent. Mais alors toi, tu es bien vivant quand même et on te lit, donc c'est une bonne nouvelle. En es-tu sûr? Oui. Quel est ton premier grand choc de lecture? J'ai plusieurs types de chocs. Et le choc de lecture, c'est d'abord les livres dont on ne connaît pas les auteurs. Il faut être vraiment pervers comme enfant pour connaître le nom de l'auteur de Cendrillon. On ne cherche pas à ça. On ne cherche pas à savoir ça. On devrait garder d'ailleurs cette idée. On lit, tout simplement. On connaît Cendrillon, mais on ne connaît pas son auteur. C'est bien plus tard. Donc, c'est resté dans ma tête que ce n'est pas une mauvaise idée, qu'il n'y a que les sensations et non l'auteur de ces sensations. Ensuite, j'ai eu un choc précisément avec Capitaine Courageux de Kipling, et où tout ce qui se passe dans le livre m'indifférait, mais pourtant, j'étais là, je suis resté tétanisé par cela. Un peu comme j'ai eu aussi dans... notre ami, l'auteur de Maigret. Simenon. Simenon, je déteste le hareng. Il mange toujours du hareng et j'adore le voir manger du hareng. C'est-à-dire que je déteste le hareng, mais je n'ai rien contre le mot H-A-R-E-N-G. C'est ça, la littérature. On peut regarder avec appétit quelqu'un manger un plat qu'on n'aime pas, s'il le mange lui-même avec appétit. Donc, finalement, c'est l'appétit qui est l'action. Ce n'est pas du tout ce qui est dans l'assiette. C'est l'appétit qui est l'action poétique. C'est-à-dire que l'enthousiasme qu'il y a dans le livre, et cet enthousiasme peut se faire de mille façons différentes. C'est peut-être une grande lassitude. Et comment il s'appelle celui qui a écrit Le paresseux? C'est pas Alexandre le Bienheureux, mais avant le Russe. Goutcharev. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut être quelqu'un de très actif et aimer un paresseux. Et dans cette inaction, il y a un enthousiasme. C'est l'enthousiasme. Il est tellement content de ne rien faire. Mais ton œuvre dessinée n'est faite que de cet enthousiasme-là. On dirait que la force créatrice te fascine, où qu'elle se trouve. Est-ce que c'est le cas? Oui, tout à fait. Oui, cet enthousiasme. C'est l'enthousiasme qui m'intéresse. Ce premier livre, je l'ai écrit et ça s'appelle Autoportrait de Paris avec chat. J'avais jamais fait de dessin. D'ailleurs, le dernier chapitre s'appelle Comment faire ce qu'on ne sait pas faire. Eh bien, il faut le faire. Et surtout, ne pas regarder les autres, ceux qui savent. Et donc, j'ai fait ce dessin, ce livre, parce que j'étais tellement fatigué. Et il n'y a que... Je me délasse qu'en faisant des dessins comme ça, c'était n'importe quoi. Et la seule façon de rester sur la page, c'est d'avoir une construction, de vouloir faire quelque chose. Et je me suis rappelé, je sais qu'il y a toutes les formes dans la grammaire française, mais je ne connaissais pas le je m'étais rappelé. C'est l'académicien qui parle. Non, mais oui, dans ma tête. Non, mais c'est vrai quand même que c'est pas... Hein, passé composé deuxième forme, le plus que parfait, c'est à vous faire... c'est extraordinaire quand même. Le futur antérieur, c'est un truc de dingue. Hein. Alors... Dans quelle langue on dirait les restaurants où l'on va et quand on lit les plats, le nom des plats, ça n'a rien à voir avec ce que vous mangez. Donc c'est exactement le futur antérieur, le subjonctif plus que parfait. Mais c'est toutes des nuances de l'émotion et des sensations et qui sont subtiles. Si on les laisse tomber, on laisse tomber ces nuances aussi. Alors, et finalement, comme j'étais très fatigué, parce que j'avais eu en 2009 le prix Médicis. Pour l'énigme du retour.
pour un Français, parce que chaque année on en donne, mais pour un Haïtien et un Québécois, c'était pour un Québécois la deuxième fois, pour un Haïtien la première fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir un prix, un grand prix littéraire pour un Haïtien la première fois, ça veut dire qu'au moment, juste après le prix, les gens vous écrivent pour vous dire « je viens d'avoir un enfant, comment l'appeler ?» Tu vois, ça déborde la littérature. C'est comme si vous avez marqué un but en finale mondiale. Alors, c'est pas mal quand même que la littérature soit au même niveau qu'un but en finale mondiale. C'est-à-dire ça déborde. C'est comme autrefois. On vous demande de poser la main sur la tête des petites filles qui vont commencer à écrire des poèmes dans les salons du livre. C'est magique. C'est de la magie. Les gens se disent, il doit y avoir quelque chose de magique dans cet événement. Mais ça vous détruit un personnage. Et au moment... C'était le cas pour toi, Dany? J'étais épuisé. J'étais épuisé parce que il fallait être attentif à toutes les émotions des gens. Et les gens n'ont pas beaucoup de temps pour dire leurs émotions. Avec raison, puisqu'il y avait une file. J'ai commencé à signer et le livre, L'énigme du retour à Port-au-Prince, à 9 h du matin, et j'ai signé sans arrêt jusqu'à près de 9 h du soir. Je ne pouvais pas boire un verre d'eau à côté, parce que je ne voulais rater personne. Et chaque personne mettait toute la poudre possible dans le fusil de leurs émotions. Et à chaque fois, ils me regardaient avec des yeux brillants. Ils voulaient garder l'image de cet Haïtien qui a eu le prix Médicis. Et moi, je leur répondais avec le même brillant pour qu'ils sachent que c'était vrai Haïtien qui a eu le prix Médicis. Mais ça vous épuise. Alors, j'étais mort. J'étais mort. Ils m'ont lessivé. Lessivé, mais je voulais que chaque personne aille avec l'idée d'avoir été unique dans mon regard. Bon, alors, j'ai commencé à me reposer, c'était en novembre. Je suis allé à Port-au-Prince, et là, en janvier, le tremblement de terre. Le 12 janvier 2010, le tremblement de terre. Et là, c'est encore pire, puisque je venais d'avoir le prix Médicis, donc j'étais le seul contact pour toute la presse internationale. Donc tout le monde m'écrivait, comment ça a été? À un moment donné, vous avez perdu votre émotion, puisque vous ne faites que répéter des choses. Et puis c'est comme ça, et je commençais à me reposer quand l'Académie française, 2013. Oh là, c'est la folie furieuse. C'est un Sénégalais qui m'a donné un peu le sens de la chose. J'étais à Paris, et à l'aéroport, et il était assis à côté de moi. Il me donnait d'eau, il parlait comme à lui-même, mais il me parlait. Oui, c'est ça, être entré à l'Académie française. Les gens vous parlent en vous donnant d'eau. C'est-à-dire, je ne sais pas, ça devrait être un petit hôtel. Je suis devenu un petit hôtel. Alors il disait, nous les Africains, nous avons le pouvoir et nous pouvons devenir président quand nous voulons. Et puis il s'est retourné vers moi, il dit, sauf académicien. Donc, alors j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui venait de se passer et ça m'a encore épuisé. Vous voyez, alors... Voilà pourquoi. C'est pas le travail à l'académie qui t'a épuisé. Alors. Non, je venais d'entrer. C'est les émotions des gens. Non, c'est même avant d'entrer. Ouais. C'est avant que ça se passe d'ailleurs. C'est comme pour l'amour ou la littérature. C'est avant que ça se passe. Alors, j'ai commencé à dessiner et j'ai retrouvé un peu de calme. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit beaucoup. Il y a beaucoup de dessins dans chaque page. C'était pour rester le plus longtemps possible. Et tu continues à beaucoup dessiner aujourd'hui? Je dessine moins, ça veut dire que je suis un peu plus calme. Oui, c'est vrai, c'est comme pas un tensiomètre, c'est quelque chose, oui, qui me dit un peu l'état des choses. Et alors, tu nous as parlé de tes différentes nationalités, des différentes étapes de ta vie, au fond. La naissance à Haïti, puis le départ pour le Canada, ensuite l'exil, le retour à Haïti avec l'énigme du retour que tu as raconté quand tu reviens dans ce pays. Qui es-tu au fond de tout? De quelle nationalité te sens-tu? De tout ça? Bonne question. Qui es-tu au fond? Mais pourquoi je dois trouver? Pourquoi je dois le savoir? Je n'en sais rien. Parce que certains se définissent par leurs racines, par l'endroit d'où ils viennent. Beaucoup d'écrivains ont écrit là-dessus aussi. Oui, mais j'ai écrit aussi un livre qui s'appelle « Je suis un écrivain japonais ». Parce que je crois honnêtement que l'écrivain vient d'abord du pays de son lecteur. Je suis allé au Japon après avoir écrit ce livre et j'ai vu, on l'a traduit, des Japonais en train de lire un livre de moi que je ne peux pas lire moi-même. Alors, qui est l'auteur de ce livre?
Qui est le plus proche de ce livre? Est-ce moi? D'abord, je crois que écrire, c'est une effraction, c'est une rupture, c'est une explosion. Alors, j'écris ce livre. Avec ma sensibilité, on peut comprendre. Mais celui qui me lit, il fait un acte beaucoup plus subversif que moi. Il choisit, dans cette bibliothèque mondiale où il y a tant de livres depuis les siècles. D'ailleurs, quand un Japonais me lit, il a écarté tous les livres japonais à ce moment-là. Ensuite, il a écarté toute la grande propagande de la littérature occidentale classique. Avant moi, on lui a dit, il y a un certain François-Marie Arouet qui a un peu de talent, Victor Hugo, c'est pas trop mal, Hemingway, il fait ce qu'il peut, Cervantes, il se débrouille bien. Donc, on lui propose, et comment? Par des instituts. Vous savez, si vous voulez lire les bons livres, c'est du cadeau. L'Institut français vous donne gratuitement et Candide partout dans le monde. L'Institut allemand vous donne Goethe à lire partout dans le monde gratuitement. Et tout le monde le sait, plus c'est cher, moins l'écrivain est bon. Donc, bon, mes livres chers, il n'y a aucune chance que quelqu'un paie quand il peut avoir un classique universel gratuit. Sinon, bon, on vous donne même la Bible gratuitement. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de livres qui vont, et pourtant cet homme m'a choisi. Quelle effraction, quel fracas. Il a choisi de rentrer dans mon univers. Pourquoi? Je ne peux pas croire. Au moins, on partage la paternité ou la maternité de ce livre. Au moins, on partage ça. Parce que mon cousin ne l'a pas lu. Et il se croit encore mon cousin. Ah oui. Est-ce que vous connaissez Daniel Ferrière, l'écrivain? Bien sûr, je suis son cousin. Mais il ne connaît rien de moi. Il ne m'a jamais lu. Il se contente d'être mon cousin. C'est-à-dire que moi, à Petit Goave, à Port-au-Prince, plutôt à Petit Goave, non, qui lit À la recherche du temps perdu, je suis plus proche de Proust que le cousin de Proust qui n'a pas lu. Je ne connaissais pas la France. Et je lis. Quand on lit un écrivain, on est plus proche de lui que quiconque à ce moment-là. Il ne s'agit pas de... Surtout Proust. Hein. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a lu Proust. Tout le monde me dit, je relis Proust. Et Gallimard dit qu'ils ne vont pas assez. Bon. Il doit y avoir un petit problème dans la comptabilité. Quelqu'un est en train de piquer l'argent dans les caisses de Gallimard. Puisque tous les Français relisent Proust et ça ne se vend pas selon Gallimard. Il y a un problème. Le nez demain. Enfin, sûrement Gallimard. Tu fais paraître la semaine prochaine un livre chez Grasset qui s'appelle Un certain art de vivre. Et justement, dans ce livre, page 29, ta mère est la seule, dis-tu, à avoir réussi à définir ton œuvre, à définir ton travail. Il faut le lire. Ben oui, je vais te laisser le faire parce que tu lis beaucoup mieux que moi. Ah oui. Ma mère, une fois, de manière discrète, m'a fait comprendre qu'elle ne sait quoi penser de mes livres. Elle éprouve à me lire une sensation proche de l'ivresse et du rêve. C'est assez étrange. Et je ne sais pas si j'aime ou pas. On a l'impression d'être à Petit Goave alors que le paysage est celui de Port-au-Prince. On rencontre un inconnu et on croit le connaître. On croise quelqu'un qu'on connaît très bien et qui nous jette un regard d'étranger. Eh bien, avait conclu ma mère, avec tout le tact imaginable, des fois je me sens comme perdu à te lire. J'ai écouté Bouche bée et j'en ai été bouleversé. Ma mère venait de résumer de manière si précise ce que je crois être l'essence de mon travail. Voilà, elle avait l'impression qu'elle ne me connaît pas. Alors magnifique, je suis libre de toute attache. Et pourtant, c'est une de tes lectrices. Elle n'a jamais été aussi proche de toi que quand elle t'a lu. Et quand elle me définit là, elle me définit précisément par cette absence pas de précision. C'est très précis. Et pour dire qu'elle ne sait pas, c'est ça précisément. Elle me connaît, elle connaît toutes mes manières, mais elle ne connaît pas l'écrivain. Et si je le connaissais moi, j'aurais arrêté d'écrire. Donc je ne sais pas, je trouve un plaisir tellement, une excitation tellement folle quand par chance je me mets à écrire et que brusquement sur la page surgit quelque chose de neuf dont je n'étais pas au courant,
qui m'habitait. C'est extraordinaire. On dit, cette chose-là n'a pas de prix. Et comment j'ai pu... Je ne peux que, je l'ai dit dans ce livre, et la lune est à vous si elle reste un astre et que vous restez un rêveur. Et si elle est encore un astre et que vous restez un rêveur, elle est à vous si vous n'avez aucune idée de la posséder. Si chacun reste dans leur force, elle comme un astre et vous comme un rêveur, elle est à vous, comme vous êtes à elle. Donc je me souviens de cette actrice d'ailleurs, italienne, dont j'oublie à chaque fois le nom, qui était très proche de Antonioni. Monica Vitti. Monica Vitti, voilà, elle a gagné encore, c'est incroyable. Et Monica Vitti faisait une interview avec un journaliste qui lui a dit, et finalement, il était comme moi, ce journaliste, fou de Monica Vitti. Il lui dit comme ça en tremblant, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être aimé de vous, chère Monica Vitti, ce talent exceptionnel, cette beauté, cette grâce? Et Monica Vitti lui a dit, il n'y a rien de plus facile. Il suffit de m'aimer, vraiment. Ah, vraiment, le vraiment est terrible. Et le type a dit non merci, parce que le vraiment, c'est là que se trouve toute l'affaire. Il suffit de m'aimer vraiment. Parce qu'on croit pouvoir le faire. On croit que si la personne est placée dans votre imaginaire comme une étoile inaccessible, vous pouvez l'aimer vraiment. Mais quand la réalité arrive, on voit qu'on n'est pas de taille à cela. Et puis un type comme ça dans le coin, on est capable. Maintenant, c'est à la personne de choisir avec qui il veut passer sa vie. La personne qui pourrait être une sorte d'idéal et celui qui pourrait l'aimer vraiment. Donc, c'est vraiment qui est chassé par l'Académie souvent parce qu'on déteste les adverbes, eh bien, il est fort là. Et toi, Dany, tu aimes vraiment tes lecteurs parce que tu parles tout le temps du lecteur. Page 121, là, de ce futur texte qui sort la semaine prochaine. Tu écris « Viser le cœur du lecteur, même si on sait que c'est avec sa tête qu'il lit ». Oui, j'aime bien. Vraiment et là, je dis vraiment parce que c'est une préoccupation qui t'habite dans tous tes livres. Oui. Les écrivains, romancières et les lecteurs. C'est ce monde-là qui m'intéresse, c'est ce monde-là. C'est-à-dire que je ne suis pas dans l'imaginaire pur. C'est l'imagination des autres qui m'intéresse. Je suis impressionné par cette histoire. Et même quand je suis au cœur, j'ai écrit 37 livres, je n'en suis pas sorti. Je ne crois pas avoir écrit une seule ligne qui soit de moi vraiment totalement. Et c'est toutes des remémorations. Que l'être humain soit capable d'inventer quelque chose qui n'existe pas en utilisant ce qu'il y a de plus artificiel au monde que le vocabulaire, le dictionnaire et la grammaire, c'est extraordinaire. Qu'il ait pu faire battre le cœur de l'autre, d'un autre, avec les choses les plus artificielles. Je suis dans la commission du dictionnaire de l'Académie française. C'est une commission à l'intérieur même de l'Académie qui travaille sur la langue. Je vois les va-et-vient des mots. Je vois comment les mots circulent. Il n'y a rien de plus artificiel. Tout est fait par la tradition, les mouvements, les humeurs. Il n'y a rien qui soit totalement, comme on le croit, solidement attaché à quelque chose de matériel. Ensuite, on tombe dans la grammaire. Et les humains qui parlent, enfin, on a tout faux. La langue maternelle dont on parle, il n'y a rien de plus... Enfin, ça n'existe pas, la langue maternelle. La langue de notre mère, si l'on veut dire. Personne ne peut parler une langue pareille. C'est une langue faite avec des onomatopées. C'est des... avec des baisers pleins mouillés. Ma mère avait l'habitude, même jusqu'à peut-être même 16 ans, hein, à me nettoyer en public. Le crachat sur mes soucis. Tu vois, toujours le crachat. Toujours le crachat. Et peut-être que la poésie, c'est un crachat. Toujours le crachat.
Donc, c'est cette langue maternelle qui n'existe pas, qu'on a dû apprendre dans des conditions terrifiantes en écoutant les autres, puisque maman ne parle pas la langue, elle ne parle que la langue de l'amour. Elle parle par onomatopée. Elle n'arrive jamais à faire une phrase parce qu'elle est tellement impressionnée par moi. Et enfant, elle ne peut qu'applaudir quand je marche. Enfin, elle ne m'apprend rien. Bon, on m'avait laissé aussi avec la babysitter, c'est encore pire. Dès qu'elle arrive, elle s'empare du téléphone pour parler à son amoureux. Alors là, j'entends la moitié. Et ce que j'entends, c'est juste la répétition. Mais oui. Oui, toujours ça. Toujours ça. Chaque mot prononcé 3 fois, c'est vrai que ça rentre dans la tête, mais ça ne vous fait pas apprendre une langue. Et malgré tout, à 4 ans, j'ai parlé une langue sans accent. Il y a quelque chose qui fait qu'on est habité le langage, on est tissé de mots, de récits qui n'ont rien à voir avec l'apprentissage. Je pense l'avoir dit dans ce livre, que nous sommes habités par des récits, des sensations qui nous connectent à des zones, à des lieux complètement à l'autre bout du monde, dont nous n'avons aucune idée. Est-ce pourquoi cette femme que j'ai connue, qui m'a raconté qu'elle était dans un avion et qu'elle a rencontré un type à côté d'elle qui allait dans un autre pays, c'est-à-dire dès que l'avion allait atterrir, il allait prendre une correspondance et elle a dit à ses enfants, ben voilà, il est encore là. Je ne sais pas s'il a pris la correspondance ou pas, mais 30 ans plus tard, le voilà encore là. C'est parce que nous sommes connectés à des récits. Elle a rencontré son récit. Et son récit peut être fait de silence. Nous sommes connectés à des récits dont nous n'avons aucune idée. C'est pour ça que nous sommes si rapides. Enfin, tout le monde est plus rapide que moi. Si vous allez au cinéma, j'ai toujours été impressionné par le fait que les gens commencent toujours à rire avant moi. Et avant même que la blague soit dite. Je ne sais pas si tu as cette sensation. Moi, je ris toujours après la blague et c'est un gros défaut. Mais oui, moi, je suis toujours après le dernier rire. Et les gens savent. Donc, c'est parce qu'ils connaissent l'histoire. Ils connaissent l'histoire. Nous sommes habités par ce que nous appelons des clichés. Et tous ces lieux communs, j'en ai parlé ici, ce sont des choses qui arrivent si souvent qu'elles nous lassent, mais il suffit qu'elles disparaissent pour que disparaisse une partie de notre imaginaire et de notre émotion. Et toutes ces choses qui arrivent, qui deviennent... C'est ça un cliché. Le cliché, c'est quelque chose qui nous ennuie à force de répétition, mais il suffit qu'elle disparaisse. Enfin, le plus grand, et notre mère qui nous dit « je t'aime ». Il suffit que ça disparaisse pour qu'il y ait une sorte de... Enfin, notre vie, une grande partie de notre vie disparaît en même temps. Cette chose dont nous ne pouvons avoir idée au moment où elle est dite. C'est peut-être ça, les mots, la poésie. C'est écrire cette disparition. Et écrire pour ne pas écrire. Cette disparition. Prendre quelque chose que tout le monde connaît et écrire sa disparition. Oui, mais ce qui est très frappant chez toi aussi, c'est que tu parlais d'abolition finalement du temps, des racines qui pouvaient être à n'importe quel endroit du monde. Tu es enraciné avec Borges, par exemple. Tu as choisi l'Amérique pour bien des sujets. Pourquoi ces écrivains-là? Borges lui-même... Même si tu dis, je n'ai jamais conseillé à personne de lire un écrivain, encore moins Borges. Et pourtant, toute ton œuvre ne parle que de création. Oui, mais Borges lui-même le dirait. Et parce qu'il ne parle pas aux autres quand il est dans... Il a presque très rarement parlé à beaucoup de gens. Et cette capacité de garder quelque chose de secret. J'évoque à haute voix des choses dont je ne suis pas trop sûr. Et la force de Borges, pourquoi d'abord il préfère la conversation à toute autre chose. Et c'est un écrivain immense. Mais si on veut connaître vraiment Borges, c'est quand il répond à des interviews et que la question n'est pas très, très intéressante. Et parce qu'il est tellement courtois, il veut sauver et la question et la réponse. Comme quelqu'un qui lui a demandé, même si c'est... Parlez-nous de vous, Jorge Luis Borges.
D'ailleurs, c'est comme ça que les gens, des fois, commencent des entrevues. Présentez-vous, parlez-nous de vous. Et il répond, que voulez-vous que je vous dise? Je ne sais rien de moi, je ne sais même pas la date de ma mort. Et c'est-à-dire, il prend quelque chose pour nous faire connaître un mot que l'on prononce souvent et dont on n'a jamais le sens exact, le sentiment de ce mot. Il adorait le cinéma, il avait envoyé un scénario à Hollywood et il a dit, et on n'a pas aimé les dialogues, les gens d'Hollywood, ils ont détesté le récit, l'histoire, et ils n'ont pas aimé les costumes que j'ai évoqués, ils ont refusé le scénario avec enthousiasme. Et cet enthousiasme-là, et le mot reprend un sens qui paraît naturel et qui en fait, c'est un retournement de son sens régulier. Mais alors, est-ce que ce travail à l'académie, ce travail sur les mots du dictionnaire t'intéresse vraiment? Mais totalement, parce que d'abord, les petits camarades qui sont autour de la table sont très intéressants. Et d'ailleurs, que j'y passe la journée et que je ne serai jamais à un endroit qui ne m'intéresse pas. Je trouve que c'est une passion. L'autre jour, j'ai pensé à une idée folle. Quand on travaille sur le dictionnaire, sur la langue, et qu'on sort de la question de l'endroit. Bon, il ne faut pas oublier, je l'ai dit dans ce livre, il ne faut quand même pas mettre trop d'importance, plus que de raison, à la langue. Enfin, pas plus qu'à la parole. Il faut quand même penser que c'est plus important de dire ce que l'on ressent que de savoir comment le dire. Il y a quand même quelque chose qui s'appelle la parole. C'est-à-dire que, quelle que soit la langue, la personne qui dit, qui proteste, ou bien qui accueille, mais qui dit quelque chose. Si le mot langue tellement, bon, bien sûr qu'elle est complètement collée à la parole, mais c'est tellement un savoir, c'est tellement une manière de dire, et qu'on va être jugé de la façon qu'on s'exprime, qu'on oublie que quand même, si quelqu'un souffre et veut dire sa souffrance, c'est quand même plus important que la manière de le dire. Donc il faut quand même garder cela. Et à partir du moment où on a ça en tête, les questions de pays ne se posent plus. Puisque je l'ai dit dans le deuxième texte, je crois, de ce livre, à propos de l'art qui nous rend, est-ce que je peux le voir, qui paraît, c'est un texte qui paraît révolutionnaire parce que il donne l'impression que j'ai finalement aucune sensibilité pour les particularités, alors que c'est exactement l'éveil de cette sensibilité que je claironne. L'art est là pour dire que nous ressentons les choses de la même manière, quels que soient les climats, les paysages, les classes, les races, les sexes et les religions. L'émotion pure est aveugle et unique malgré tout. Parce que j'ai pas dit que nous ressentons les choses de la même manière, quel que soit. J'ai dit l'art est là pour le dire. C'est ça la promesse de l'art. Donc c'est très important. Alors l'idée que j'avais en tête, que j'ai exposée à mes petits camarades, c'est que le monde entier, nous sommes en train d'appauvrir l'anglais. C'est subversif de dire ça. Parce que quand on est dans le dictionnaire, on a vu les passages dans toutes les langues, on a vu comment, et cette genuflexion, cette façon, cet aplaventrisme devant l'anglais que la planète a en ce moment, pour en faire une mode universelle, eh bien, c'est le plus grand appauvrissement d'une langue qui arrive. C'est-à-dire, tout le monde pique à l'anglais et l'anglais ne peut piquer à personne. Et puisque précisément, il n'a pas besoin d'employer une autre langue. L'anglais est en train de s'appauvrir pour la première fois dans l'histoire humaine, parce qu'avant, quand on disait universel, on parlait de 5-6 pays. 5 pays d'Europe, 4 pays, un pays d'Amérique. Et là maintenant, on parle vraiment de la planète. C'est-à-dire, si toute la planète parle anglais, eh bien c'est une langue qui est en train de s'effondrer. C'est la seule façon d'appauvrir une langue, c'est qu'on élimine l'alluvion. Il n'y a plus aucune. Quand on regarde les langues, quand on voit comment les langues se nourrissent les unes des autres, il y a une seule qui ne se nourrit plus. Parce que tout le monde l'emploie.
un Américain qui va dans n'importe quel pays, il n'a qu'à parler anglais et tout le monde se met à parler avec lui. Comment voulez-vous, alors que nous savons très bien que seuls les petits sont cultivés? Il y a un proverbe haïtien qui dit: ce que la chatte a appris à son chaton, la rate l'avait appris depuis très longtemps à son raton. Seuls les petits sont cultivés parce que seuls les petits doivent avoir au moins une double culture pour survivre. Donc, si vous êtes puissant, vous pouvez dominer dans l'instant présent, mais vous êtes en train de marquer votre effondrement. Parce que vous ne pouvez plus vous nourrir des autres, puisqu'ils se réfugient dans une zone d'infériorité, dans une zone minoritaire, et qui vous donne l'impression d'une puissance totale, et vous êtes tellement content de vous-même que vous ne voyez pas que vous êtes en train de votre déclin commence. Votre incorruptibilité est votre déclin. Nous devons être corruptibles. Nous devons ramasser partout. Nous devons, c'est-à-dire toutes les langues sont en train de prendre de l'anglais. Seul l'anglais ne prend personne, puisqu'on l'a nommé puissance universelle. Bon, bien sûr, après ça, il fallait prendre un café. Mais après ça, il y a aussi la beauté de la langue. Ton collègue et voisin à l'Académie française, François Tcheng, il dit que Arthur Rimbaud, lui a sauvé la vie, par exemple, parce que quand il arrive en France, il ne parle pas un mot de français, il est déraciné, il tombe sur du Rimbaud, je crois que c'est Une saison en enfer, et il a une illumination. Et ça lui sauve la vie. Donc la beauté de la langue, française, ça veut quand même dire quelque chose, la langue du poète. Ah ben oui, la langue du poète, elle vient de la rue. Elle vient, c'est une perdition que de la singulariser. Tous les grands poètes vous diront que c'est en écoutant les chants populaires, Bachot d'ailleurs le dit, les chants de repiquage des paysans du Nord, première leçon de style. Tous les grands chanteurs, les grands poètes haïtiens vous disent que quand on veut un vers parfait, c'est dans les chants populaires qu'il faut le trouver. Et les rythmes aussi, c'est la même chose. Il se trouve que brusquement, on a un poète paysan qui est traversé par la grammaire. Et brusquement, un Rimbaud, c'est-à-dire qui n'est pas passé par le savoir régulier. Et je me souviens que j'avais accueilli Malraux à Port-au-Prince parce que j'avais fait des articles sur la peinture et d'un groupe de paysans. Et tu le racontes d'ailleurs dans l'un de ses livres. Ah oui. C'est dans L'exil vaut le voyage. Vaut le voyage. Et Malraux, on sait, c'est un fou. Mais moi, je l'ai vu, c'est un vrai fou. Il est capable de comprendre le créole directement. Alors, il parlait avec des paysans, peintres. Il était venu en Haïti vers la fin de sa vie, d'ailleurs quelques mois avant sa mort, parce qu'il avait vu un petit cimetière peint avec des couleurs qui étaient tellement lumineuses, tellement rieuses, que Malraux, qui est obsédé par la question de la douleur, il l'a dit d'ailleurs, la mort, j'ai pas peur, mais la douleur, si. Et avait l'impression que ces gens-là entraient dans la mort en riant. Alors il a voulu savoir c'était quoi. Et donc il est parti en Haïti rencontrer ces peintres paysans. Je me souviens, j'étais là après, quand cela est arrivé. Il parlait avec eux, les uns parlaient créole, lui il parlait français. Et il n'a jamais baissé le niveau du langage. Hein. C'était le même qu'entre ici Jean Moulin. Et Malraux ne dit pas passe-moi le beurre, ça c'est fini. Là. Mais il fallait voir les mimiques de son visage pour comprendre ce qu'il veut dire. Et ils se sont vraiment parlé. Malraux a compris tout de suite la force de cette peinture, que revenu en France, il est allé chez Gallimard qui publiait L'Intemporel, il a fait enlever le chapitre sur Goya, son Goya adoré, et là, il a mis un chapitre sur les peintres de Saint-Soleil. Donc pour montrer comment la peinture peut être immédiatement, c'était la peinture des paysans. Et Malraux a fait un discours à Port-au-Prince, il a dit « J'ai fait les maisons de la culture pour que des paysans français puissent regarder une toile de Braque sans rigoler. Je suis allé en Haïti et j'ai vu les paysans peindre, et cette fois, c'était à Braque de ne pas rigoler. » C'est extraordinaire. C'est-à-dire que un type comme Malraux, il y a un côté
Et il a tout de suite senti le flux poétique. Pas le climat, le flux poétique. Il l'a tout de suite senti. Il a senti que chez Braque, il y avait ça, ces paysans haïtiens. Donc, il n'a pas de question de lieu, d'endroit, c'est un langage, et la source de ce langage, c'est la terre quelque part. Les paysans des premières leçons de style, les chants de repiquage des paysans du Nord, Bachot. Bachot, j'en ai parlé dans plusieurs, d'ailleurs j'ai écrit un livre sur la route avec Bachot. Qui est très lourd. Ça paraît. Plus lourd que les autres. Oui, c'est un cadeau de mon éditeur. Donc j'ai voulu faire un livre de couleur parce que c'est un très beau livre aussi. Ouais. Bachot m'avait impressionné comme poète. Et il y a des poèmes de Bachot qui m'ont impressionné. J'ai voulu voir si je pouvais mettre Bachot en couleur. Je suis allé au Japon. D'ailleurs, j'étais avec mon éditeur et puis ils m'ont demandé vous voulez parler de quoi? Et quelqu'un a dit il va nous parler d'Haïti ou du Québec ou de Sagan. Ils aiment beaucoup au Japon, Sagan. J'ai dit non, je vais vous parler. Elle est là parfois, Françoise Sagan aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. J'ai dit mais non, je vais vous parler de la poésie japonaise. Alors les gens étaient... Pour eux, on ne peut pas parler de la poésie japonaise si on n'est pas japonais. Je dis qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais parler de la poésie japonaise et puis j'ai déliré sur la poésie japonaise. Et si vous parlez en savant, bien sûr, vous allez dire des idioties, mais si vous délirez, personne ne peut... Il n'y a pas de témoin de votre délire. Et puis les gens se mettent à secouer la tête peut-être comme ça. Comme voilà. Aujourd'hui. Mais ce qui est incroyable, c'est surtout qu'on peut passer des heures à lire ces livres dessinés parce que c'est comme si tu n'avais à cœur que la transmission. Comme si la force de ces écrivains qui t'avaient précédé, parce que la plupart, effectivement, ne sont plus là, te permettait d'en avoir, toi aussi, de la force créatrice. C'est quand même très beau, cette idée de transmettre d'un écrivain à un autre. Oui, je crois que c'est une lignée ininterrompue. Et j'allais dire, dans cette nuit, je n'en sais rien, mais je me souviens de ce vers presque, ce qui est scientifique. C'est plutôt de la science que de la poésie, mais quelle belle poésie. C'est Thalès de Milet qui disait « La nuit est en avance d'un jour ». C'est un peu, durant cette nuit, on a tissé toutes sortes de bouts de récits, de choses abruptes, de choses fluides, de choses enfin, dont on ne sait pas la suite. C'est ça l'affaire, c'est sans suite, et que le long de cette rive, de ce fleuve, sur les rives de ce fleuve, et les poètes se tiennent la main un peu comme ça dans une ronde enfantine, avec l'idée qu'un jour on atteindra le point final qui jamais ne sera atteint, et parce que tout simplement c'est un cercle. Il n'y a pas de fin à cette histoire, à ce vieux rêve de dire notre cœur. Et tu le dis très bien, et souvent c'est un cœur familial, comme dans l'énigme du retour, qui a une forme magnifique dès le départ, une forme si poétique. Est-ce que tu veux bien nous lire le début ? Si tu veux. Est-ce que ça vous va d'entendre la voix de Dany lisant le début ? Parce que c'est très poétique et c'est une forme très originale pour un roman. La nouvelle coupe la nuit en deux. L'appel téléphonique fatal que tout homme d'âge mûr reçoit un jour. Mon père vient de mourir. J'ai pris la route ce matin, sans destination, comme ma vie, à partir de maintenant. Alors, ce livre a eu beaucoup de succès chez les critiques, et les journalistes. Je ne savais pas qu'il y avait tant de journalistes dont le père était mort. Alors, chaque personne venait me dire, tu sais que mon père est mort, je l'ai appris par téléphone aussi. Je savais, bon, ça doit être portable maintenant. Mais si vous permettez, je pourrais parler une seconde de ma mère plutôt. Et du fait que je sois allé en Haïti, ben, je ne me souviens pas. Et pour lui dire un peu, et pour lui dire la nouvelle, parce qu'elle était restée en Haïti, elle n'a jamais quitté Haïti. Et il a fallu que je retourne pour la voir et lui dire un peu que mon père vient de mourir, cet homme, son mari, et qui est resté, enfin, toute sa vie en exil, qui est parti assez tôt.
Ça fait si longtemps que je n'ai pas vu ce livre, j'ai oublié. On a compris pourquoi, puisque tu nous as dit qu'il t'avait beaucoup fatigué aussi. Oui, oui. Demandait beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie, tout à fait. Mais j'avais du balcon de l'hôtel. Peut-être qu'elle se cache. Donc je voulais le faire parce que ma mère est morte et je voulais un peu parler d'elle là, mais si elle se cache, je ne vais pas la déranger. Dans les replis de sa... C'est bien d'entendre ma mère danser avec sa tristesse. Le chant de ma mère. Nous sommes sur la galerie, près des lauriers roses. Ma mère me parle tout bas de Jésus, l'homme qui a remplacé son mari en exil depuis 50 ans. Au loin, la voix d'une marchande de pacotille. J'ai pris toutes les précautions du monde pour annoncer à ma mère la mort de mon père. Elle a d'abord fait la sourde oreille, puis s'est fâchée contre le messager. La distance est si fine entre la longue absence et la mort que je ne me suis pas assez méfié de l'impact de la nouvelle sur les nerfs de ma mère. Ma mère évite de me regarder. J'observe ses longues mains si délicates. Elle rentre et sort de son doigt l'anneau de mariage, tout en fredonnant si doucement que je peine à comprendre les paroles de la chanson. Son regard se perd dans le massif de laurier rose qui lui rappelle des souvenirs d'un temps où je n'étais pas encore, le temps d'avant. Où voit-elle cette époque où elle n'était qu'une jeune fille insouciante, son sourire furtif m'atteint plus que des larmes. Bravo. Vous applaudissez la tristesse de ma mère? On applaudit la beauté de ta lecture, c'est différent. Merci, merci. Est-ce que vous avez des questions pour Dany? Il y a quelqu'un là-bas. Alors, où ça? Non, c'est quelqu'un avec le micro. Il a le micro. Ah, il y a un monsieur qui a une question, juste là. Juste tout devant. Parfois la première et la dernière. La fin, c'est important, mais les commencements, ça l'est aussi. Là, on en connaît la date. Est-ce que vous sauriez par hasard quelle est la première phrase de votre première œuvre? Oui. On peut le dire. Pas croyable. Ça fait la 5e fois que Booba met ce disque de Charlie Parker. Pourquoi je la connais? Parce que je cherchais une phrase naturelle, simple. Je voulais que ma première phrase ne ressemble pas à la première phrase d'un premier livre. Et comme je déteste les livres qui commencent par le commencement, c'est pour ça que ça dit pas croyable, ça fait la 5e fois. Le lecteur se dit, ah, il nous a sauvés de 4 fois. Que Booba met ce disque de Charlie Parker. Est-ce que tu crois, Dany, que l'écrivain ou le poète a un rôle? Je sais que tu n'aimes pas beaucoup les étiquettes, mais souvent, quand même, on se sent parfois investi de transmettre au moins la beauté de la langue. Non, moi, je me sens aucun. Au contraire, je suis toujours un peu comme Gombrowicz, et qui dit que dès qu'on sait, on est comme corrompu. C'est-à-dire, et c'est l'idée d'infériorité qui m'intéresse. C'est-à-dire apprendre, être plus petit. Et c'est plus... Le sentiment d'infériorité, c'est le sentiment de la jeunesse, de l'enfant. Tout le monde est supérieur, tout le monde est plus grand, plus haut, et on apprend. Tout à l'heure, j'ai parlé de ces minorités qui apprennent plus parce que qui ne peuvent. C'est leur seule chance de s'en sortir. C'est de savoir se connaître d'abord et connaître l'autre. Et très bien, dans les minuscules. Je l'ai dit d'ailleurs dans un de ses livres, je crois dans celui-là, je l'ai repris, et vers la fin. Bon, je peux le dire, quitter son pays
pour aller vivre dans un autre pays, dans cette condition d'infériorité, c'est-à-dire sans filet et sans pouvoir retourner au pays natal, me paraît la dernière grande aventure humaine. Parce que vraiment, je me souviens quand j'étais enfant, il y avait une Canadienne, québécoise ou une Bretonne, j'ai oublié qui c'est, et j'avais peut-être 6 ans, qui habitait près de chez nous, à Petit Goâve, dans une petite ville, et qui marchait pieds nus, et qui avait son enfant, qu'elle avait appelé Choualam, qui veut dire mon cheval. Elle était la seule à avoir ce nom, et c'est magnifique. Et je ne comprenais pas qu'on puisse aller vivre dans un autre pays, autre que le sien. J'avais 6 ans, je ne comprenais pas cette idée. Pour moi, c'était une idée, l'idée la plus folle qui soit, la plus étonnante qui soit. Mais je ne savais pas que j'allais vivre là. Là, ça fait presque 3 fois mon âge que j'allais quitter mon pays à 23 ans et pour avoir aujourd'hui 70 ans. Je ne savais pas. Et que ce destin magnifique m'attendait, celui du déraciné. Et rien n'est plus enraciné d'ailleurs que cette itinérance. Et je trouve que c'est une des grandes choses qui me soit arrivée. C'est pour ça, et je ne parle pas des gens qui voyagent ou qui sont exilés dans des conditions dramatiques ou qui arrivent à 40 ans, 50 ans avec 4 enfants, 5 enfants et qui ne savent pas quoi faire. Moi, j'étais arrivé à 23 ans et quand j'ai été obligé d'aller travailler pendant 8 ans dans les usines, c'était la grande chance de ma vie. Je n'étais plus le fils à sa maman. Pourquoi c'était la grande chance de ta vie? Ah, parce que brusquement, je n'étais plus le fils de mon père, qui a été le plus jeune maire de Port-au-Prince, ambassadeur en Argentine. Je n'étais plus le fils de ma mère, qui était archiviste, et qui couvait son fils comme si ma mère voulait me donner le bain jusqu'à l'âge de 22 ans. Donc je n'étais plus cet enfant-là. Quand les gens passaient devant moi, ils ne voyaient rien. Ils ne voyaient rien. Si je suis en train de mendier dans les rues, les gens trouvent ça naturel que je sois en train de mendier dans les rues. Ils pensent même que je suis né mendiant au coin de la rue. Quelle posture extraordinaire pour regarder les autres. Quelle situation. J'adorais ça. Personne n'attendait rien de moi. Ma mère trouvait que le fait même que je ne sois pas en Haïti, en situation de risque et de péril total, était une chance. Mon fils, tu es parti, donc tu ne vas pas mourir dans la violence. Donc ça veut dire que c'est comme si pour d'autres, j'avais fait médecine. Le fait juste que je sois parti. Personne n'attendait rien de moi, sauf cette femme. Et je n'attendais rien de moi. C'est la liberté totale. Je suis allé à l'école, à l'université, j'ai passé 1 mois parce que je dormais, puisque je travaillais de minuit à 8 heures du matin. J'ai passé 1 mois à l'université de Montréal. 1 mois. J'ai quitté, je dormais simplement. Et j'ai compris qu'il fallait faire ce que je sais faire, que j'aime faire. J'ai mis tout mon argent dans une petite chambre où il y avait une belle baignoire. Et je me suis acheté des fruits. J'ai acheté des livres classiques pas chers, le genre Candide. Et les souffrances du jeune Vedder, des trucs qu'on trouve à 30 centimes. Et j'ai passé un été à lire, je n'ai jamais arrêté de lire. J'ai lu Horace que je ne connaissais pas. En Haïti, je ne lisais que les extraits, puisqu'on n'avait pas d'argent pour acheter toutes sortes de livres. Je lisais les extraits dans les anthologies. Et je les lisais, et j'étais content, j'étais heureux. Jamais, jamais je n'ai été aussi heureux que de lire Monteil un mardi matin dans l'escalier, quand tout le monde passait pour aller au travail, et me regardait en disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait là à lire? Il ne travaille pas, lui. Mais je travaillais, j'étais déjà au boulot pour devenir académicien. Merci beaucoup, Dany. Personne ne veut poser de questions. Une deuxième question, alors? Non? Eh bien, écoute, merci beaucoup. Et donc, on peut te retrouver maintenant de l'autre côté, sur ton stand, où tu signes tes livres. Juste une dernière chose. Pour ce livre, alors, ce livre est dédié. Vous savez, on devient écrivain quand on n'a plus personne à qui dédier son livre. Quand toutes les personnes, on a apaisé tout le monde. La dernière personne, c'était ma fille aînée qui est venue m'engueuler littéralement un matin. Comment ça se fait que tu ne m'as dédié aucun livre? J'ai 3 filles. D'abord, naturellement, je les ai groupées, mais il fallait chaque à part.
À mes petits-enfants, j'ai tout dédié. Il me reste personne à qui dédier mes livres. Et c'est là qu'on est écrivain, d'après moi. Pour cela, il faut quand même remplir la page la plus difficile d'un écrivain. C'est la première page, la page du même auteur. Et je suis passé à la deuxième page. Et je suis prêt à passer à la troisième page. Eh bien, ce livre, je l'ai dédié à tous ceux que je croise ici et là, qui s'étonnent gracieusement de ne m'avoir jamais lu et me promettent de le faire dans une autre vie. Et parce que c'est toute l'essence de ma littérature se trouve là, dans des petits extraits courts, parce que je ne vais pas prendre le temps de ceux qui ne m'ont pas lu. Et voilà. Et une fois de plus, tu vises le cœur du lecteur. Et c'est ça, du futur lecteur. Je vise le cœur du lecteur, même si je sais que c'est avec sa tête qu'il écrit, mais d'autre part, je dis aussi, et mon sexe me parlait, mais je lui répondais avec mon cœur. Oh.